Bienvenue sur ce balado pensé pour les femmes de 40 ans et plus. Je suis Evelyne Robert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous partager ces précieuses entrevues qui m'ont permis de découvrir les différents piliers de la santé intégrative. Grâce à mes précieux invités, chaque épisode est une occasion pour réfléchir et apprendre parce que chaque vision holistique de la santé donne des outils pour le meilleur de soi. Bonne écoute! Autrefois journaliste pour de grandes chaînes de télévision et de radio au Québec et dans l'Ouest canadien, mon invitée est aujourd'hui une Vision Keeper et une accompagnatrice en développement personnel. Elle œuvre à créer des ponts essentiels entre la sagesse du passé et les grands défis du monde moderne. Elle enseigne que la véritable sécurité se trouve dans la confiance en la terre, la force de la communauté et l'écoute profonde de notre être. Elle marche sur ce que l'on appelle le chemin rouge, la voie spirituelle des peuples autochtones d'Amérique du Nord, aux côtés de son conjoint, le chef héréditaire et homme médecine Anishinaabe, Shumis Dominic Rankin. Dans ses livres, ses parcours en ligne, ses méditations guidées ou ses conférences, elle nous encourage à lâcher le mental pour écouter ce qui se transforme en nous. Elle nous fournit les repères nécessaires pour nous reconnecter à la joie et elle nous invite à revenir à soi. Il me fait grand plaisir de vous présenter Marie-Josée Tardif. Bienvenue Marie-Josée sur mon podcast. Je suis tellement Hey. contente de te recevoir. Merci, Evelyne. Au fond, on est des vieilles amies, hein? Pas toujours ensemble en présence, mais dans le cœur depuis des années, hein? Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Je pense que c'était autour de 92, début des années 90. Ah, D'ailleurs, oui. Marie-Josée avait gagné un prix comme comédienne dans la production dans laquelle on jouait. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oh, je me rappelle pas de ça! Tu te souviens pas? Tu avais Non! gagné un prix pour ton interprétation. Oh, wow! Ouais, ouais, Ok. Là, tu me ramènes encore plus loin que je pensais. Mais moi, ouais. j'ai des souvenirs aussi de ton théâtre quand on était allés présenter nos livres, là, le mien en premier, puis après ça, il y avait eu celui avec mon amoureux, tout ça. La Des beaux conférence de souvenirs. Chumis Ouais, aussi. c'est ça, exact. Ouais, ben, je suis très contente. En tout cas, c'est pas pour rien que je t'ai invitée. Tu as beaucoup, beaucoup à dire et à nous parler de la santé et du bien-être pour les femmes. Mm. Tu as contribué beaucoup, beaucoup. T'as permis à tellement de femmes de se recentrer Je autour le, d'elles. je le réalise pas, mais merci. Mais tu sais, je fais les choses qui me passionnent. À chaque fois, ça m'étonne quand les gens me remercient, mais je le prends, je vais l'accueillir. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours? Moi, je t'ai connue, bon, comme comédienne dans le temps où tu étais lectrice de nouvelles. Donc, ça fait longtemps quand même. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé en fait plus comme journaliste. Je savais très bien que j'étais pas à ma place. Puis c'est vrai que pendant longtemps, quand j'ai commencé ces études-là, en fait, c'est parce que j'ai eu la trouille directement, d'aller directement étudier en théâtre. J'ai eu la trouille. J'étais très rebelle avec mon père, mais une chose qu'il m'avait dite quand j'ai choisi ma carrière, mon choix de scolaire, là, il m'avait dit, ouais, si t'es comédienne, peut-être que tu vas avoir du mal financièrement, hein, et tout ça. Et ça, c'est rentré. Je l'ai, je l'ai cru. Et donc, je me suis dirigée en journalisme parce que c'était comme un choix raisonnable pour moi. Mais pendant toutes mes années d'études, puis là, après, le train est passé très vite, là. J'ai même pas eu le temps de finir mon université que déjà j'étais propulsée dans une grosse station de radio de Québec euh, qui connaissait un succès énorme. Tu sais, ça allait vite, mais pendant tout ce temps-là, je me disais, je suis pas à ma place, je suis pas à ma place, je suis pas à ma place. Et à un moment donné, j'ai fait des études en théâtre et tout, puis en fait, ça non plus, c'était pas ma place, en réalité. Et ça a été très souffrant comme ça pendant des années. Puis je sais que quand je parle de ça, il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose. Pas tout le monde, mais quand même, il y en a Mm. plusieurs, tu sais, pour qui c'est une grande souffrance de savoir qu'on n'est pas sur notre X, mais il est où notre X? Donc moi, ça a été une grande, grande quête pendant des années, malgré des postes qui devenaient de plus en plus prestigieux en plus là, dans le monde de l'information, en radio, en télé. Fait que ouais, ça a été un grand chemin. Et dirais-tu que le fait de ne pas avoir été sur ton X pendant tant d'années, ça a eu un impact sur ta santé?
j'ai jamais été diagnostiquée burn-out, mais maintenant, avec le recul, je pense que je l'étais carrément quand j'ai mis fin à mon contrat. C'est loin dans ma mémoire. C'est moi, en tout cas, il y a eu une conversation cruciale avec un patron où ça allait pas. Puis je pense que tous les deux, on a conclu que fallait que je parte. Mais je me suis servi de cette opportunité-là pour partir en Inde. Hmm. Et là, ça a été un voyage super important pour moi. Je suis partie toute seule pendant 2 mois avec mon sac à dos, très aventurière, j'ai ce côté-là, hein, moi. Puis je me rappelle que quand j'étais là, j'étais probablement en burn-out. Mais ça a été un voyage de grande reconstruction intérieure, puis qui répondait surtout à une quête spirituelle tellement profonde qui avait toujours, toujours été là, mais que je pouvais pas nourrir. Donc, tu sais, j'avais commencé déjà quand même, mais là, ce voyage-là, je sais que pour moi, ça a été un point tournant. Dirais-tu que c'est cette expérience-là qui, à un moment donné, t'a donné le goût peut-être d'écrire la leçon de sitar, Mm. qui est un livre justement qui nous donne des trucs pour nous recentrer? Clairement inspiré de tout ce que j'ai appris là-bas, mais c'est le livre que j'ai écrit, ça s'appelle La leçon de sitar ou l'art de vibrer de toutes ses cordes. Donc, c'est pas un cours de musique, là. C'est que tout ça, toute cette souffrance-là, mais aussi toute la quête qui accompagnait, parce que je parle du 2 mois en Inde, mais dans le fond, tu sais, j'en ai eu pour une bonne dizaine d'années, là, à cesser des contrats, partir en voyage, faire des stages, rencontrer des grands maîtres, tu sais, me poser plein de questions. J'en ai fait des choses, là, puis à un moment donné, tout ça, ça s'est regroupé en une métaphore qui est celle du sitar, parce que je me suis dit, c'est parfait pour expliquer cette métaphore-là qu'un être humain, c'est comme un instrument de musique, mais complexe. Le sitar, c'est très complexe comme instrument de musique, mais c'est un instrument qui vibre. Puis j'ai compris Hmm, que c'est pas tant ce qu'on fait qui compte, c'est ce qu'on est, le verbe être. Hein. On n'est pas des faire humains, on n'est pas des savoirs humains, on n'est pas des avoirs humains, on est des êtres humains. Puis ce qu'on veut, c'est vibrer. Puis quand ça a commencé à se mettre en place dans mon esprit, la métaphore du sitar était utile aussi parce que ça me permettait de parler de nos corps maîtresses. On a des corps maîtresses. On peut pas être une autre personne que celle qu'on est. Moi, il a fallu que j'accepte ça. Tu sais, quand t'es pas sur ton X, là, tout le monde te fait ses conseils. Tout le monde le voit qu'il manque quelque chose. Puis là, ils vont dire, tu devrais être comme ci, tu devrais faire ça, peut-être tu devrais faire telle formation, telle... Gna, gna, gna. Puis plus tu fais ça, plus tu t'éloignes encore plus. Puis t'es encore plus perdu, puis tu sais, t'es ballotté. Et donc, oui, il fallait admettre qu'on peut pas être une autre personne que celle qu'on est, mais celle qu'on est, c'est qui? C'est quoi hmm, ses forces? C'est quoi ses dons? Puis c'est quelque chose à honorer. Donc, première question à me poser, c'était ça. Mais qu'est-ce que j'ai, moi, à donner? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est quoi mon essence? L'essence de mon être? Puis après, le sitar, il me permettait aussi de parler de nos cordes sensibles, parce que des fois, on a beau connaître tous nos talents, tous nos dons, mais des fois, on distorsionne beaucoup. Des fois, on joue faux. Des fois, mhm, on est trop mou, des fois trop tendu. Il y a un juste milieu à trouver. Puis pour que le sitar, il résonne bien, ça demande beaucoup de justesse. Puis au fond, nous, c'est ça, en fait, qui est à libérer, c'est de devenir de plus en plus libre à l'intérieur de nous-mêmes, pas piégé par tes propres interdits, par tes peurs, par euh, ton agressivité, ta colère. Tu sais, des fois, on est dans des excès, des fois, on est dans des manques. Donc, c'est ça, en fait, que j'ai commencé à mettre en place pour moi-même. Puis maintenant que j'ai du plaisir beaucoup à accompagner les gens avec un peu ces concepts-là. On part en voyage ensemble, puis on essaie de se découvrir soi-même. c'est un super de beau concept. Moi, j'ai lu le livre à un moment où j'étais très alignée, puis je me disais, ah, j'aurais aimé écrire ce livre-là. Puis là, Mm. dernièrement, autour de 2020, j'ai été perdue, puis c'est ça, tout le monde me suggérait toutes sortes de choses, puis j'ai relu le livre, puis là, j'ai fait, Ah, ah, là, c'est... ah, il t'a réaligné. Ouais. Content. Ouais, Ouais. ça, c'est la grande récompense. Tu sais, quand on écrit un livre, je me rappelle,
c'était vraiment un élan profond, puis je le savais depuis des années qu'un jour j'allais écrire. C'était quelque chose qui brûlait à l'intérieur de moi, puis en même temps, j'avais la trouille encore. Je manquais beaucoup de confiance en moi, au fond. Même si en apparence, tu vois, à la télé, tout ça, tu sais, j'étais bien cachée derrière mon masque, là, bien maquillée, bien coiffée, bien vêtue, tout ça. Mais ça brûlait fort, hein, d'écrire ce livre-là. Puis, tu sais, je me rappelle, là, je passais par toutes sortes d'angoisses à me dire, mais à quoi bon écrire tout ça? Parce que j'ai absolument aucune idée si les gens vont le lire. Je savais que j'avais un éditeur. J'avais réussi à en convaincre un. Mais je me rappelle qu'au moment où j'étais en plein dans l'écriture, là, je me suis retrouvée au Salon du livre de Montréal. Et là, il y a combien de millions de livres qui t'apparaissent comme ça? Je me suis dit, mais tu sais, il va être noyé là-dedans, à quoi bon? Puis après, je me suis dit, lâche prise, il va avoir sa vie propre, un peu comme quand tu mets un enfant au monde, il a sa vie, puis advienne que pourra. Donc là, aujourd'hui, ben, tu sais, je l'ai jamais fait pour la reconnaissance, mais c'est sûr que là, ça fait du bien d'entendre que, ben, il peut servir, puis que, surtout que mon histoire a pu s'être utile, puis pour chacun d'entre nous, c'est la même chose d'ailleurs, tu sais. Il faut qu'on puisse se sentir utile, je pense que tout le monde a besoin de ça. Hmm. En tout cas. Ouais. En tout cas, ça a été bien utile pour moi, puis pour plein d'autres femmes à qui je l'ai recommandé. Euh, puis dans ton parcours, à un moment donné, tu as rencontré ton conjoint, Hmm. puis la leçon, tantôt on en parlait un petit peu, la leçon de Sister est devenue le feu Le feu sacré. sacré. Le feu Parce sacré que en tu soi. donnes, ouais, le feu sacré en soi, et maintenant tu donnes même des ateliers de la leçon de Sister qui est devenue le feu sacré en soi. Hmm. Et cette formation-là aussi que j'ai faite soutient beaucoup le livre, je trouve. Et ça permet d'aller plus loin. Mais oui, j'ai rencontré mon partenaire de vie. En fait, lui aussi, je le cherchais beaucoup. Je me cherchais moi, puis j'en parle pas souvent, mais j'avais des rêves. Tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à la médecine des rêves. Ça fait depuis la vingtaine que ça, je sais qu'il se passe des choses importantes dans nos rêves la nuit. Puis quand quelqu'un va apprendre à se connaître, c'est vraiment un outil extraordinaire. Et cet homme-là se dessinait dans mes rêves. Tu sais, des fois, on a des prémonitions. Puis les prémonitions dans les rêves, c'est pas toujours l'image claire, nette, là. C'est suggéré, mais il y a des pressentiments. Donc, je le cherchais beaucoup. Je savais qu'il était quelque part. Ça a été long. Puis ce qui est très beau, c'est que quand j'ai écrit justement la première mouture de la leçon de Star, ça c'était en 2007 que je l'ai publié. Euh, il était écrit, son nom était écrit dans tu sais, une note de bas de page. Je sais plus pourquoi je faisais une citation, quelque chose comme ça, puis je le remerciais en note de bas de page parce que c'était devenu un bon ami. Il s'appelle Dominique Rankin, c'est un chef héréditaire algonquin, maintenant dit Anishinaabe. Et, euh, et après, juste au moment où j'ai envoyé, je me rappelle, là, quand j'ai fait send pour envoyer le manuscrit à l'éditeur, c'était le jour de mes 40 ans. Et le jour de mes 40 ans, j'avais une invitation de Dominique aussi pour qu'on se rencontre, puis que tout a démarré avec lui. Puis ce que j'ignorais, c'est que, tu sais, c'était timide, là, comme départ amoureux. Ça faisait une dizaine d'années qu'on se connaissait, que je le voyais de temps en temps, mais 2 mois plus tard, là, il y a eu un moment qui a changé complètement ma vie, puis que j'avais jamais vu venir, c'est que les anciens, en fait, m'avaient observé pendant tout ce temps-là, pendant une dizaine d'années. J'allais à des cérémonies de temps en temps, à des ateliers avec Dominique, tout ça, mais sans plus. Mais donc, ils m'ont vu et ils ont senti que mon chemin, c'était celui de la médecine traditionnelle autochtone. Et là, moi qui avais commencé à donner un cap, tu sais, que j'avais compris vraiment qui j'étais, où je voulais aller, tout ça, ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment pas vu venir. Mais puisque j'avais appris à connaître mes corps de maîtresse, mes passions, je me suis dit, attends, mais ce qu'il me propose, est-ce que ça marche avec mes corps de maîtresse? Puis là, je me suis dit, ben oui.
Ah, j'avais jamais pensé que ça pourrait se faire dans cette enveloppe-là, si tu veux, mais ça marchait. C'était un véhicule qui pouvait marcher pour que je vibre qui je suis. Et donc, j'ai accepté leur proposition. Puis là, la relation aussi avec Dominique, elle s'est vraiment précisée. Puis là, j'ai découvert comme c'est beau quand tu mets tes forces en commun avec une autre personne qui est très Mm. complémentaire. On se rejoint sur plein de choses, mais on a des forces hyper complémentaires. Et là, 1 plus 1 égale beaucoup plus que 2. Là, Mm. vraiment, ça a donné lieu à une explosion de créativité, de projets vraiment emballants. Puis je me souviens que quand ça s'est arrivé, puis j'en parle parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont se reconnaître aussi, tu sais, je me souviens que j'avais beaucoup travaillé sur moi-même pendant toutes ces années-là, là. Tu sais, puis aujourd'hui, je l'entends quand les gens ils viennent en atelier avec nous. Ça fait des années que je travaille sur moi-même. Comment ça se fait que je suis encore là? Tu sais, puis souvent, on a l'impression qu'on tourne en rond, puis qu'on répète. Puis... Mais ce que je comprends maintenant, là, c'est que tout ça, c'est comme un cercle, hein. Puis ça, c'est très autochtone comme conception de la vie, conception de la nature, du monde. C'est des cycles. Mais on peut se dire que, dans le fond, on fait le tour du cercle comme ça. Mais plus on fait le tour, plus on se rapproche du centre. C'est ça le Mm. but. C'est de revenir de plus en plus à ton centre, à toi, qui est le cœur, qui est l'âme. Tu sais, puis là, après, c'est infini parce qu'on peut aller toujours plus profondément dans le centre, du centre, du centre, au cœur, du cœur, du cœur. Mais quand la proposition des aînés m'a été faite, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais l'impression que c'est comme une rivière au printemps chez nous au Québec. Tu sais, quand c'est gelé depuis tout un hiver, mais qu'en dessous, il y a du courant qui passe depuis toujours. Tu sais, moi, c'était comme ça. Je savais tout le bouillonnement intérieur, toutes les traversées, les prises de conscience, les voyages, les rencontres, les lectures, les écritures. Tout ça, c'était comme en dessous de la surface. Ça se reflétait pas encore dans la matière, dans ma vie Mm. de tous les jours. Puis là, quand ça a été proposé, ça a été comme la débâcle du printemps. Tu sais, quand la glace, elle cède, là, puis qu'enfin, la rivière est libérée, là. Moi, c'était vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Puis à partir de ce moment-là, ma vie, elle continue de m'émerveiller. Tu sais, ça fait presque pas loin de 20 ans maintenant qu'on est des amoureux, puis qu'on collabore ensemble. Ce que vous Et faites je- mondialement, vous répandez dans le fond, ce que vous êtes, tu sais, c'est vos valeurs, donc c'est beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de retour vers soi. Puis c'est drôle parce que quand, quand tu parlais tantôt de la spirale, vers le cœur, vers l'âme, tu sais, on a l'impression que ça étouffe puis que c'est de plus en plus petit. Mais en réalité, c'est ce retour à ça, vers notre centre, vers notre cœur, qui nous permet de faire de très grandes choses parce que là, on a notre Mais potentiel. En tout cas, vous, je vous vois aller, là, puis wow, tu sais. Ouais. c'est pas, en fait, plus on revient vers le centre, plus on est libre. On se libère. C'est ça, en fait, que la vie, elle demande. Puis déjà, j'en avais l'intuition avec la leçon de sitar, le fait sacré, tout ça. C'est parce que tes cordes maîtresses, des fois, ils sont rouillés. Mm. Ils sont prises dans ben, tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, tu sais, les vieilles peurs, les fausses croyances, les interdits, les excès, les manques. Donc, quand tu regardes comme il faut, ta vie, elle- c'est ça ces temps-ci que tu sais, je suis en train de créer une nouvelle formation que j'ai appelée justement Sagesse du cercle, là. Puis ce que j'ai envie de transmettre à l'intérieur de tout ça, c'est qu'on est aimé. Mm. Que, tu sais, même quand tu penses que tu vois pas le sens de tes épreuves, que ça n'a pas d'allure des fois tout ce qu'on peut subir, mais au fond, en dessous de ça, il y a tellement, tellement d'amour pour nous, pour justement nous guider vers le chemin de notre liberté intérieure. C'est incroyable, hein? C'est mystérieux parce que, tu sais, comme Mm. Dominique, justement, c'est un survivant des pensionnats indiens. Tiens, c'est un bon exemple.
Donc, il s'est retrouvé dans ces pensionnats, pensionnats pour autochtones. À l'époque, on les appelait les pensionnats indiens, quand il avait 7 ans. Puis, donc, tous ceux qui ont entendu parler des pensionnats savent très bien que ça a été terrible pour bien des enfants autochtones, une majorité, je dirais, une très, très grande majorité, avec tous les abus imaginables et inimaginables. Et pour lui, après, ça a été un grand, grand chemin de guérison à travers toute la sagesse autochtone, tous les anciens qui l'ont tenu, qui ont dit, ce garçon-là, on va pas le laisser tomber, puis on va l'aider. Puis lui-même, il avait cette force intérieure-là aussi de traverser. Et c'est pour ça, ce que je veux dire, c'est que nos plus grandes souffrances, quand on les traverse, puis qu'on arrive à les transformer, peuvent devenir nos plus grandes forces. Donc, quelqu'un comme Dominique aujourd'hui, tu sais, on va jamais souhaiter à aucun enfant d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Puis, je vous le dis, là, moi-même, je saurai jamais tout. Parce qu'il vaut mieux, à un moment donné, à un certain seuil, que le conjoint ne nous dise pas tout parce que c'est trop épouvantable. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est des milliers de personnes depuis toutes ces années qui sont venues à lui, puis qui se disent, si lui a réussi à traverser, ben moi aussi, je suis capable. Donc, c'est devenu, son chemin à lui, c'était de devenir un grand témoin de la possibilité d'accepter l'inacceptable. Puis comment on fait, tu sais? Le pardon. Ouais, c'est ça, le pardon. Puis dans Mm. sa langue à lui, c'est intéressant parce que le mot pardon, en fait, ça n'existe pas. L'équivalent dans sa langue à lui, c'est plutôt accepte au lieu de pardonner. Et c'est aussi, carrément, c'est le mot, maintenant je baragouine un peu la Anishinaabe, là, mais c'est le mot Odapinen. Donc, si je te tends un verre d'eau, je vais te dire Odapinen, prends-le. C'est ça qu'ils se disent quand on doit pardonner ou accepter quelque chose. Dans la langue Anishinaabe, on dit prends-le. Tu sais, en québécois, on dit quand on n'accepte pas quelque chose, on dit je ne le prends pas. Mais là, c'est le contraire, c'est prends-le. Puis est-ce que tu sens tout ce que ça suggère derrière? C'est pas pareil comme pardonne, hein? Mm. Ça veut dire traverse-le. Ça veut dire c'est à toi qu'appartient le pouvoir de ta guérison. Parce que c'est beau quand moi je demande pardon, c'est sûr, mais quand j'attends que celui ou celle qui m'a blessé me demande pardon pour être bien, je peux attendre toute une vie et je mets tout mon pouvoir de guérison entre ses mains. Mm. Donc, c'est dur, puis ça se fait pas en claquant des doigts, c'est des étapes. Mais quand Dominique est sorti de son pensionnat, les aînés l'ont rattrapé, comme je le disais, puis ils ont eu ce qu'on appelle la hutte de sudation. En Anishinaabe, on dit madado, donc c'est un rituel très profond de guérison. Et pendant ce rituel-là, il y avait 14-15 ans à l'époque. Le maître mot là, du guide qui dirigeait la loge, c'était accepte, prends-le. Mais quand ils ont fait ça, ils ont ouvert la porte à sa liberté. Mm. Ils l'ont rendu libre. C'est très difficile, mais c'est ça tout le mystère de nos vies. Tout le mystère. Parce que, tu sais, la fameuse roue dont je parle, souvent quand on n'accepte pas, quand on ne prend pas, quand on refuse, quand on résiste à ce qui nous arrive, on la bloque, la roue. Puis là, On c'est reste dans la souffrant. tornade. C'est comme si on Ouais. restait dans une tornade, que ça bouge, qu'il y a plein de choses pour nous capter notre attention, puis on... Ouais, puis en même temps, on résiste. Puis plus on résiste, plus on fatigue, on s'épuise. C'est c'est- c'est peut-être ça, tous les burn-out du monde, c'est qu'on n'arrive pas à traverser. On n'arrive pas à donner du sens à ce qu'il n'y en a pas. On ne comprend pas où la vie veut nous amener. Puis, tu sais, tout ce que je voulais expliquer par là, c'est que, au fond, quand on lâche prise, puis que, en fait, il y a une phrase qui m'avait beaucoup aidée pour expliquer ce que j'explique là, c'était, tu sais, dans mes fameux voyages d'exploration intense, là, je m'étais retrouvée dans l'ashram d'un grand maître français qui s'appelait Arnaud Desjardins.
Ah oui. était important pour moi. Puis j'avais retenu une phrase qu'il avait prononcée, c'est cessons de vouloir comprendre pour pouvoir accepter. Acceptons d'abord et après on va comprendre. Donc la compréhension, tu sais, je reprends l'exemple de Dominique parce qu'il est tellement parlant, mais jamais il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu arriver avec des explications rationnelles suffisantes pour l'aider à traverser. Tu sais, à un moment donné, les mots sont vraiment limités. Un peu de compréhension, ça aide, mais après, il y a un moment où il faut que tu confies ça à plus grand que toi-même. Et donc, il faut s'abandonner à cette grande sagesse-là. Puis je suis Dominique qui répète tout le temps, c'est pas négatif, c'est des enseignements. C'est sa façon à lui de le dire, ça, mais moi, j'aime mieux maintenant dire carrément qu'on est aimé. Puis quand on traverse ça, c'est sûr que, bon, on a le droit d'être en colère, on a le droit de pleurer, il faut le vivre, notre chagrin, mais c'est très subtil. Il y a un moment où on s'accroche, où là, on veut comprendre, puis on s'entête, puis on dit pourquoi moi, puis nanana, on accuse, on blâme, on projette tout le temps vers l'extérieur pour essayer de se l'expliquer, mais plus on fait ça, plus on tourne en rond dans sa tête, puis dans ses explications, puis son analyse et tout. Puis à un moment, ben non, tu vas jamais trouver d'explication suffisante. Tu sais, à un moment, il faut que tu plonges, puis que tu lâches prise, puis que tu laisses venir une autre compréhension qui vient de tellement plus profond. Mm. Et tu vois toute l'amplitude de ton être qui peut arriver aussi, hein. C'est comme ça que tu peux rencontrer des personnes âgées tellement simples, mais tu sens là, qu'ils ont une sagesse. Mais ce sont des personnes qui se sont laissées traverser comme ça, tu sais, qui ont pris une belle grande amplitude intérieure, qui a l'air de rien en apparence, mais au fond, wow, tu sais, se sont laissés traverser par la vie. On a bifurqué Penses-tu que... vers des choses profondes, hein, dis donc. Ben oui, ben c'est tellement intéressant Mm, parce que ce dont tu parles, j'ai l'impression que il y a une perte de connexion avec la mm, spiritualité aussi qui, c'est un peu mm. ça que tu dis, hein, qui Ouais. fait qu'on s'égare. Moi, ça me trouble beaucoup en ce moment de voir jusqu'à quel point on médicamente les enfants et les adultes. Je suis pas contre, hein. Tu sais, c'est un peu comme si tu te casses une jambe, on va pas dire non aux béquilles et aux plâtres, là. Si tu as encore des plâtres de nos jours, je sais pas, mais Oui. et tu sais, je peux comprendre que quand on touche le fond comme ça, que des fois, il y a vraiment aucune autre solution de se donner un peu des béquilles comme ça temporairement. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on le fait peut-être un peu trop vite. Parce qu'à ce moment-là, on reste tout le temps. C'est comme si ça maintient la personne en surface. Puis il n'y a pas cette plongée-là à l'intérieur de toi-même. Puis là, ben, j'en viens justement à ce dont tu parles, tu sais, la connexion spirituelle. Parce que c'est ça, si on essaie de maintenir tout ça au niveau du rationnel, c'est pas rationnel. C'est pas là que ça se passe. J'aime bien donner l'image aussi du lac. Dans la langue anishinaabe, là, ça c'est très beau aussi. Le mot lac, en anishinaabe, on dit Sagaigan. Et Sagaigan, ça vient du mot Saki, qui veut dire l'amour. Fait que c'est super dur à traduire, mais quand tu comprends la langue, tu comprends que quand on voit un lac, on voit l'amour. On voit comme si je plonge dedans, je plonge dans l'amour. Puis ça te ramène aussi à l'amour d'une maman, parce que la première fois que tu as découvert l'eau, c'était dans le ventre de ta maman pendant 9 mois. Fait que, il y a tout ça qu'un Anishinaabe comprend quand on dit Sagaigan. Hmm. Et quand j'ai commencé à faire du canot avec mon chum, je me rappelle la première fois, je voulais tellement lui montrer que j'étais bonne et qu'il était derrière. Moi, j'étais devant avec ma rame. Puis là, je ramais fort, tu sais, je voulais lui montrer, je connais ça, moi, le canot, j'en ai déjà fait, regarde comme je suis bonne. Puis là, à un moment donné, j'entends derrière, un jour, si tu continues de même,
On va tourner en rond, là. Wow, calme-toi. Puis t'imagines-tu qu'on peut pas aller très loin si tu forces comme ça, tu sais? Puis dis-moi, je suis pas capable de gouverner le canot avec ça. C'est trop, trop. Puis là, il me dit, fais confiance au lac et tu soutiens. Tu donnes un petit coup de rame. Mais après, c'est le canot, puis c'est le lac en dessous qui te soutient. Puis après, j'y ai repensé, c'est une super métaphore pour la vie. Parce que oui, on a nos petits coups de rame à donner. Sinon, si t'as pas de rame, t'es ballotté, tu sais, tu sens que tu subis ta vie. On se donne un petit cap, on fait ce qu'on a à faire, OK? Puis après, la vie, elle te soutient. Petit coup de rame. La vie, elle t'aime. Petit coup de rame. Jusqu'à ce que tu saches aussi quel prochain coup de rame à donner. Puis là, si tu sais pas, tu rentres à l'intérieur de toi pour savoir c'est quoi ta prochaine action, tu vois? Mais pendant tout ce temps-là, t'es soutenu. Et ça, c'est la grande différence entre ben, ceux qui ressentent une connexion spirituelle, puis ceux qui sont pas soutenus par ça. Tu sais. Puis je pense que c'est là où ça me trouble, qu'on donne tant de médicaments, là, tu sais, puis qu'on n'enseigne pas plutôt aux enfants en particulier qu'il y a quelque chose de plus grand que toi à l'intérieur de toi. Ça m'inquiète en ce moment. Ouais. On a l'impression que ça va aller plus vite, tu sais, en faisant ça, mais en Ouais, réalité, ça ralentit. C'est comme comme tu parles du canot, tu as l'impression qu'en ramant, tu vas aller plus vite, mais ouais. en réalité, ça ralentit. C'est du grand contrôle, tu sais. Ouais. Pas de la, là, on n'est pas dans l'acceptation, dans la confiance. On n'est pas dans la confiance. C'est difficile de vivre une vie si t'as pas confiance en la vie, hein. Hmm. Puis tu sais, c'est comme, je pense que ça te met tout le temps dans une espèce de course en avant, là, tu sais, d'essayer de remplir, Survie? oui, puis de te remplir par tout le temps quelque chose d'extérieur, t'accrocher à du matériel, mais pas que ça, tu sais. Moi, pendant longtemps, moi, je m'accrochais à mes rêves. Je me rappelle, justement, Arnaud, là, il parlait de la saisie. On veut tout le temps, c'était sa façon à lui de parler du contrôle, tu sais, on veut toujours tenir. Puis là, il faisait ça, mais lâche, tu sais, accueille la vie. Mais juste de le voir faire ce mouvement-là, là, je me rappelle, ça me rendait folle tellement, j'avais l'impression que ça me jetait en bas d'un précipice, cette affaire-là. Aujourd'hui, je ris parce que j'ai, la vie, elle m'a donné des gros coups de pied au derrière pour que je tombe dans le précipice enfin, tu sais, pour comprendre que finalement, ben, t'es soutenu, puis ça va vraiment mieux quand t'es dans ce lâcher-prise-là, parce que là, la roue, elle tourne, t'es dans l'émerveillement, dans ta liberté, c'est ça, dans ta liberté d'action. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Ah oui, c'est très clair. Moi, le mot qui résonne, c'est féminin. Je sais pas pourquoi on dirait que les femmes, c'est ça de tellement tout. Souvent, même, on va nous attribuer tu sais, on va nous appeler les germaines ou oui, tu sais, on veut contrôler oui. tout. Puis on est responsable, tu sais, on se sent responsable de tout aussi, responsable de la santé, du bonheur, de la joie, de notre conjoint, de nos enfants, c'est extrêmement anxiogène. Veux-tu que je te donne Puis un quand tu as fait ce gros, ouais, geste-là, vas-y. je pense qu'il va déranger certaines femmes. Je vais, je vais, je vais compléter. Je vais vous donner un des grands enseignements fondamentaux que j'ai appris chez les peuples, chez les sages autochtones, dans le rapport homme-femme. Euh, dans la tradition autochtone, et je précise tout de suite que c'est parfait pour le monde moderne, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut revenir en arrière. Je remercie tellement les femmes qui, avant nous, ont ouvert tous les possibles pour notre génération. Il faut qu'on reste libre. Mais dans la tradition autochtone, les femmes ne sont pas pareilles comme les hommes. Elles sont égales, mais pas pareilles, complémentaires. Donc, il y a des forces dites féminines. Chacun, tout le monde a un féminin et un masculin, mais le féminin de la femme n'est pas comme le féminin de l'homme et vice-versa. Et un gros enseignement dans la relation homme-femme, c'est
que la femme peut se laisser protéger par l'homme, qu'elle n'est pas obligée de tout faire, d'essayer de faire pareil pour se sentir égale. Puis il faut qu'on redonne aux hommes toute la fierté du guerrier protecteur, du guerrier intègre, avec une belle colonne vertébrale. Mais là, ça veut dire laisse-toi protéger. Puis ça veut pas dire qu'on est faible. Ça veut dire la puissance d'une femme, c'est pas comme la puissance d'un homme. Puis comme par exemple dans notre couple à nous, il y a des fois où j'ai vraiment besoin de sa puissance à lui, à mon chum, dans sa manière à lui. Puis il y a d'autres fois où dans certaines situations, là, il y a besoin de la mienne. Ça dépend. Tu sais, c'est dans l'ordre qu'on veut. C'est selon les circonstances. Mais moi, je sais que ça, quand je l'ai appris, donc c'était avant que je devienne un couple avec cet homme-là, ça a tout changé. Parce que je me suis rendu compte que je voulais contrôler tout, en fait, puis j'avais peur aussi. J'avais peur des autres, pas juste des hommes, mais des autres en général. Ça, quand je l'ai compris, ça aussi, je me demandais parce que pendant longtemps, j'ai été très seule, j'ai souffert de beaucoup de solitude, puis des échecs amoureux à répétition. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai vu que c'est moi qui maintenais les autres à distance. C'était une forme de contrôle parce que j'avais trop peur du conflit, j'avais peur des autres, j'avais peur de dire non, j'avais peur de poser mes limites. Donc, quand j'ai vu ça, ça a pris du temps, mais à un moment donné, je l'ai vu clairement. C'est pas le destin qui faisait que j'étais seule ou que ça marchait pas. C'est moi qui, d'une manière invisible, je mettais un mur de protection. C'est que ça a été un grand déclic intérieur. Puis après ça, quand j'ai compris, laisse-toi protéger, là. Tu sais, parce que depuis que les humains sont apparus sur Terre, qui est-ce qui allait au front, à la chasse, à la guerre? Le système nerveux des hommes il a été bâti d'une certaine façon. Puis il y avait une amie en médecine ayurvédique, tu sais, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde, qui me disait justement en Ayurveda, on voit le système nerveux des hommes différemment. La gaine qui enveloppe les nerfs des hommes, elle est lisse, alors que pour les femmes, la gaine est poreuse. Moi, ça m'a expliqué comment je me sens. C'est peut-être pas toutes les femmes qui se sentent comme ça, mais en tout cas, ça fait quand même quelques années que j'aborde ces questions-là dans les ateliers, puis qu'on est dans des discussions sur ces sujets-là, puis je le vois que là, ça fait un déclic. OK, c'est comme ça. Puis je vois toujours les femmes les larmes aux yeux quand je leur dis là, les hommes, ils sont ici pour vous protéger. Laissez-vous protéger. Apprenez, expérimentez ça pendant les 3, 4 jours qu'on passe ensemble. Essayez de voir ce que ça fait. Puis donc, tout de suite, on ressent, j'ai pas besoin de tout porter. Puis j'ai mon rôle à jouer quelque part aussi en laissant sa place à l'homme. Et là, on peut avancer ensemble en complémentarité. Puis une chose dont je suis très fière dans la tradition à laquelle j'appartiens, c'est que Dominique, c'est un aîné, donc on les appelle les aînés, ceux qui dirigent les cérémonies. Il ne peut pas faire une cérémonie officielle sans avoir un- une contrepartie féminine à ses côtés. C'est pas obligé d'être moi. Ça, pendant longtemps, ça a été sa sœur, mais c'est hommes et femmes ensemble. Puis on appartient à une grande organisation reliée aux Nations Unies, ça s'appelle Religions for Peace. Donc, de temps en temps, on se retrouve dans des grands événements interreligieux. Puis je peux te dire qu'on peut compter sur les doigts d'une ou deux mains des religions dans le monde où c'est hommes et femmes. L'habitude, c'est les Hmm. hommes. Donc, c'est vraiment une tradition qui donne une grande, grande place aux femmes, mais pas dans le pareil à l'autre, dans la complémentarité. Hmm. Je sais plus c'était quoi ta question, par contre. Je suis Je sais partie même sur... pas si c'était une question, mais je disais que ce que tu avais dit auparavant faisait beaucoup penser que les femmes Ah oui, le portent beaucoup, contrôle. si je le mets la germaine et tout, le contrôle. Ouais, c'est très intéressant. Mm, mm. Puis tu nous parlais un peu tantôt de ton nouvel atelier euh, qui porte le nom de cercle. Est-ce que ça va faire référence au cercle de médecine? Oui, mais je l'ai élargi parce que OK.
C'est justement dans tous mes voyages, dans toutes ces rencontres-là avec les différentes spiritualités du monde, tu sais, à un moment donné, tu regardes ça, puis tous les peuples premiers du monde, ils ont une vision circulaire des choses. Donc, c'est pas que la fameuse eau de médecine autochtone, bien sûr, ça a été important pour moi, puis ça m'a obligé à regarder les choses sous cet angle-là. Mais tu sais, juste par exemple, je te donne l'exemple des fameux mandalas, tu sais, c'est devenu la mode. T'en vois Ouais. partout maintenant. Mais pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui appelle les gens vers cette forme-là? Les Autochtones, ils ont les capteurs de rêve, hein, tu sais, c'est très populaire aussi. Tu vas les retrouver sur des coussins, des t-shirts, ou alors tout le monde s'achète son petit capteur de rêve sans trop savoir. Mais c'est toujours la forme circulaire qui revient. Puis les Autochtones, eux, ben, ils ont toujours observé que dans la nature, la nature, elle cherche à faire des cercles plus que des carrés, tu sais. Les troncs des arbres sont ronds, les nids des oiseaux, la terre, la lune, un lac, il va pas être carré. C'est très arrondi tout le temps. Donc, eux, ils ont bien vu que c'était naturel, l'idée du cercle. Fait qu'ils l'ont amené beaucoup plus loin, mais tous les peuples premiers font la même chose. Alors que, tu sais, dans le monde moderne, on va avoir une conception très linéaire. On va toujours penser comme si notre vie, c'est un fil continu, alors que non, tu sais, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est plutôt, tu sais, la nature, elle nous l'enseigne. Il y a le cycle, Mhm. un temps pour renaître, puis un temps pour lâcher prise. Il y a un temps pour l'été, il y a un temps pour l'automne, le printemps, l'hiver. Mais dans notre vie, c'est pareil, c'est comme ça. Puis, Dominique, il disait tout le temps, tiens-toi au centre de ton cercle. C'est là que tu es protégé. Tu sais, qu'est-ce qu'il veut dire? Je me posais vraiment la question. J'ai commencé à observer ça, tu sais. Puis donc, voir comment dans ma vie, moi, ça m'a aidé de savoir que franchement, même si j'ai des bas, des fois, des downs, des épreuves, que la nature me l'enseigne, hein, tu sais. Le soleil, finit toujours par se relever. Donc, quand ça allait très mal dans ma vie, je me cramponnais à ça en me disant, forcément, le soleil va se lever à nouveau. Tiens bon, Marie-Jo. C'est ça, je l'ai appris. Mais qu'est-ce que ça veut dire se tenir au centre du cercle? Puis après, tu sais, là où ça a été un déclic important pour moi, c'est que souvent, quand on parle de la fameuse roue de médecine, on parle des 4 directions. Donc, on peut associer aux 4 points cardinaux. Mais Mhm. des fois aussi, on peut parler de la 5e, la 6e et la 7e direction. Peux-tu voir un peu c'est quoi? As-tu une idée? C'est la connexion à la terre, au ciel, et après tout se rejoint dans le cœur. Donc, on a une vie sur le plan horizontal, mais on a aussi une verticalité. On a une... Ah, wow. Oui. Et donc, au centre du cercle, il y a ça, là. Et tout ça, ça se rejoint ici. Et c'est là où, justement, on peut donner du sens à ce qu'il n'y en a pas. C'est là où on peut vraiment se sentir relié. C'est là où on peut toucher à l'infini. Tu sais, ça peut tellement descendre dans les profondeurs que j'ai pu voir avec beaucoup de chance dans ma vie chez les grands, grands sages, des personnes qui avaient trouvé cet espace-là, puis qui sont vraiment plus connectées à ça qu'à ce qui se passe dans la matière, dans la horizontalité. Tu sais. Donc, je me suis dit, OK, là, ça, vraiment, ça me parle, puis j'ai envie vraiment de le partager, puis de proposer une lecture encore plus vaste pour en arriver à ce que ce soit très concret quand même dans notre quotidien, puis qu'on puisse l'appliquer, puis parce que pour moi, c'est important, tu sais, si ta spiritualité, c'est juste du blabla, ça m'intéresse pas, mais il me semble qu'il faut que ça puisse servir, puis que ça nous rende de plus en plus heureux, bien dans notre peau, se sentir relié, connecté. Hmm. Il y a un ami autochtone, je l'ai entendu à un moment donné sur les réseaux, là, justement, qui disait l'ère dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est celle de la grande déconnexion. Puis ils ont tellement raison. C'est vraiment ça. C'est ça la souffrance du monde moderne en ce moment. Alors qu'on se dit tellement connecté. Ça, c'est ironique, hein? Ouais.
Et on cherche Ouais. une connexion extérieure, alors que si tu regardes comme il faut, toute la vie, elle te dit, ben non, reviens au centre, reviens dans le cœur. En fait, on se sent même over connecté parce que c'est pas rare que je vois quelqu'un qui joue à un jeu dans son téléphone en regardant un film puis en étant en famille, Mm. par exemple. Donc, t'es connecté, tu sais, mais en réalité, t'es connecté nulle part parce que tu peux pas être à 100% nulle part, tu sais. Donc, c'est ça la grande déconnexion pour moi. Oui. Puis, Mm. tu sais, on parlait de mes inquiétudes un petit peu par rapport aux nouvelles générations, mais ces derniers temps, je me suis intéressée au travail il me semble que c'est un psychologue américain. Je crois que c'est la psychologie sociale, son champ d'études. Il s'appelle Jonathan Haidt. Je pense que ça se prononce comme ça, H-A-I-D-T. Et il a écrit un livre, en français, ça a été traduit, c'est La génération anxieuse. Mm. Et lui, il s'est intéressé vraiment au phénomène des réseaux sociaux, de ce dont tu parles chez les jeunes. Puis, tu sais, il nous met vraiment en garde sur les effets négatifs sur le cerveau, là, chez les jeunes enfants, mais aussi les adolescents, en particulier les jeunes filles, ont tellement besoin de socialiser, ça fait partie de leur développement. Puis en plus, donc là, on les prive de ça parce on- les jeunes filles ou les jeunes garçons pensent que toute leur socialisation se fait sur un téléphone, tu sais, c'est sur un écran. Donc Mm, lui, mm, il mm, recommande vraiment beaucoup parce que souvent les jeunes, en plus, ils en sont conscients, puis ils sentent que plus ou moins confusément que ça les fait souffrir, puis quelque chose qui va pas. Donc, lui, il recommande, tu sais, par exemple, si tu as des ados, de spotter, mettons, de vous entendre entre trois familles, là, puis de coordonner des activités en personne, pour qu'ils apprennent à socialiser en vrai. Puis l'autre chose qui m'a vraiment troublée dans ce qu'il racontait, c'est tu sais, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais libre dans mon village. On partait avec notre vélo, on pouvait aller où on voulait dans le village. Il y avait un peu un cadre, mais franchement, tu vois plus ça aujourd'hui. Puis, pourquoi on a décidé de rentrer nos enfants à l'intérieur? C'est parce qu'on avait peur des pédophiles, on avait peur des agressions, on avait peur. Et là, l'image qui donne, qui fesse, c'est là, tu vas mettre ton jeune tout seul dans sa chambre, puis qui pense qu'il y a plein d'amis, mais que la majorité des amis, c'est des adultes. mm, mm, mm. Je, juste un ami l'autre jour qui a deux adolescentes, deux préadolescentes. L'une d'elles est revenue de l'école, puis elle disait que sa copine, elle reçoit des sous d'un gars qui lui demande qu'elle photographie ses pieds. Oh! Juste ça, tu sais. Puis elle a trouvé ça drôle, tout. Fait que là, ils ont eu une bonne discussion, puis elle était content que sa fille lui en ait parlé pour qu'elle comprenne ce qui se cachait derrière. Mais c'est ça que l'auteur du livre dont je parle fait ressortir, c'est que tu penses protéger ton enfant, mais finalement, tu le laisses avec plein d'agresseurs. Tu sais, qu'il y a vraiment des réseaux pires que d'autres aussi. Moi, je connais pas assez tout ça à quoi les jeunes sont exposés, mais tu sais, il dit vraiment porter attention, puis faites plus ça, là. Laissez plus Mm. autant ça libre. Il faut vraiment, vraiment qu'on ait des grandes, grandes prises de conscience, puis ça presse, tu sais, Puis par rapport à ça. on le sent comme parent, comme mère, que ça va pas. Puis les jeunes le sentent aussi. Juste, moi, si je peux donner un truc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé de mon enfance, ce que tu disais tout à l'heure, là, partir à vélo. J'ai parlé de ça à mes enfants. Puis ils m'écoutaient là avec émerveillement. Ah, Tu sais, je disais, ah, j'étais comme dans la gang des BMX, puis on allait se faire des cabanes dans le bois, puis les portes étaient toutes débarrées. Je rentrais chez le monde, puis bon. Puis là, ils disent, ben maman, c'était la liberté totale. oui. Donc, ils savent Ouais. reconnaître ce qu'est la vraie liberté, tu sais. Ouais. Donc, Fait que, tu sais, c'est vraiment à réfléchir, puis c'est vraiment... moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Ça a été... tu sais, souvent, j'étais à côté de mon chum qui racontait son histoire dans les conférences, dans les stages, tout ça. Puis moi, j'étais assise à côté, puis je me disais, la mienne, mon histoire, elle est rien à côté de la sienne. Donc, tu sais, je le laissais raconter la sienne jusqu'au jour où je me suis dit, attends, mais c'est quoi, moi, mon histoire à moi? Puis mon histoire, c'est ça, beaucoup,
la grande, grande souffrance que j'ai eu à traverser de ne pas pouvoir avoir mes enfants. Puis il y a eu plein de soubresauts puis de péripéties très douloureuses. Mais quand moi j'ai fait mon fameux lâcher prise, là, quand j'ai essayé d'arrêter de comprendre, puis que je me suis dit peut-être qu'il faut que j'accepte d'abord, après il y a eu une prise de conscience qui a été, oui, mais ton besoin d'exprimer, de vibrer ton énergie maternelle, il est légitime. Donc il y a peut-être mille et une façons de vivre ça. Et c'est après avoir fait cette prise de conscience-là, genre 2, 3 mois après, que la proposition d'entrer sur le chemin de médecine traditionnelle autochtone est venue. Et je cite Dominique, mot pour mot, il me dit, et à partir de maintenant, tu vas devenir la maman de toutes les personnes qui vont venir à nos ateliers, à nos cérémonies. Et là, C'est j'ai eu un vraiment grand vrai. clin d'œil. Ouais. Oh, c'est Et vrai. donc, j'ai pas pu avoir mes propres enfants, mais ça m'empêche pas de me préoccuper de ceux des autres ou de ce qui se passe en ce moment pour les prochaines générations. Puis j'ai vraiment cet élan-là, oui, d'enseigner de plus en plus ce dont je parle, le cercle, ou encore les aider à trouver justement leur médecine à eux, leur corps de maîtresse, là. Tu sais, c'est ça la plus belle chose, selon moi, qu'un parent puisse offrir à son enfant, c'est d'honorer ses forces puis de pas trop faire de calculs financiers comme mon père. Je le reproche pas, hein, tu sais, c'est vraiment moi, je me souviens très bien, c'est moi qui avais cru à ça, hein. Mais honorer ses médecines, ça n'a rien à voir avec des calculs financiers. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'es Faut une que la cocoum personne soit libre. extraordinaire aussi, hein? T'es une cocoum extraordinaire. Ouais, Puis les merci. grands-mères aussi, parce que 45 ans et plus, hein, il y a plein de nos auditrices qui sont aussi des grands-mères. Il y a un rôle de contribution auprès des jeunes qui est très important aussi. Ouais. Oui, puis voilà, c'est ça, le mot coucoum, ça veut dire grand-mère si on traduit littéralement. C'est vrai que mon chum m'appelle Coucou, mais je fais attention à ça parce qu'en même temps, tu sais, il faut faire attention à la réappropriation culturelle. Hmm. Je ne me présente pas comme une autochtone. Comme bien des Québécois, je sais que j'ai quelques ancêtres autochtones, mais c'est pas la majorité. Donc, tu sais, puis maintenant, tu sais, appelez-moi Marie-Jo, puis ça va faire. Sauf que c'est vrai que dans cette tradition-là, on honore une personne plus elle vieillit. OK. Mais ce que j'ai envie d'ajouter, c'est quand même, il faut qu'on vieillisse bien. Parce que, tu sais, il y a des vieilles personnes qui sont un peu encroûtées, qui deviennent très irritables, détestables, tout ça. C'est pas ça ce dont on parle, mais tu sais, quand je parlais de se laisser traverser par la vie, de prendre de l'amplitude de l'être par l'expérience de la vie, qui fait de plus en plus de place à l'amour à l'intérieur de soi, ça, c'est ça, en fait, qu'on est appelé à devenir tout le monde. Puis c'est pour ça qu'on peut devenir vraiment précieux, là. On peut tellement devenir important. Puis c'est beau quand même ça aussi, hein, dans les traditions des peuples premiers. Plus tu vieillis, plus tu es honoré. Tu as de la valeur. Et ça, c'est un méchant contraste avec le monde moderne. Puis pour les femmes, c'est quelque chose, là, parce que nous, on nous en met de la pression dans notre société à rester jeune tout le temps. Mhm. Quand j'ai commencé ma relation avec mon chum, plus il voyait mes cheveux blancs apparaître, ce que j'entendais, c'est Marie-Jo, tu vas tellement être belle! Waouh! Puis il a hâte que je blanchisse. Et je me rappelle que les premières fois où j'ai reçu ces commentaires-là, je sentais toute la déprogrammation que ça faisait à l'intérieur. Tout le poids qu'on accumule sans s'en rendre compte par rapport à cette obligation de rester jeune tout le temps. Et là, fouah, ça a comme dénoué ça. Et ça encore, ça parle de liberté, hein. T'es, t'es libre de vieillir, puis vieillis bien, c'est beau, c'est bien, c'est le fun. Moi, là, la ménopause, je sais que pour certaines femmes, c'est difficile, mais moi, là, c'est une libération incroyable. Je suis tellement bien, c'est les vacances, c'est génial. Puis je sais que moi, je j'ai pas l'intention de m'arrêter, hein. La retraite, ça veut rien dire pour moi, puis j'espère que... Non, ça veut absolument rien dire.
j'espère continuer jusqu'à ce que je sente que c'est terminé, là, mais franchement, arrêtons de se mettre des, des blocages et des limites comme ça, tu sais. Parce que plus on vieillit, plus on peut offrir, franchement. Hein? C'est Surtout logique. si on prend soin de nous. Ah Surtout si... oui, ouais, Ouais. ouais, c'est important. Ça, c'est Mm. important. Puis ça, je l'ai appris justement dans le fameux voyage en Inde. Puis ça s'adresse aussi beaucoup à un mauvais pli qu'on a pris les femmes, c'est-à-dire de trop donner. Mm. Donc, quand j'étais arrivée là-bas, fatiguée, épuisée, probablement en burn-out, je me revois devant une grande yogini là-bas. Là, j'étais dans un ashram en Inde. Puis j'avais une discussion avec elle sur ça. Je sais pas comment on a abordé le sujet, mais je me revois en train de lui dire, c'est pas moi le problème, c'est les autres. Donc, déjà, et ma logique, c'était, si tout le monde était généreux, il n'y en aurait pas de problème. C'est pas à moi, c'était ça mon argument, c'est pas à moi, c'est beau la générosité, c'est pas à moi à changer, c'est aux autres. Et là, tout à coup, elle m'assène le coup fatal en me disant, oui, mais si ta batterie est toujours à plat, mais qu'est-ce que tu donnes? Si tu es tout le temps vide, qu'est-ce que tu donnes? Et là, j'ai compris. Puis à Mm. partir de ce moment-là, je me rappelle, j'ai fini le voyage en Inde parce que ça a été tellement comme un coup de poing spirituel en pleine âme que là, je me suis dotée d'un procédé. Je me suis dit, OK, c'est comme si j'ai une batterie ici au niveau du cœur. Et quand j'y vais, je peux très bien sentir si elle est vide, si elle est à moitié pleine, si elle déborde. Donc, je me suis dit, c'est ma responsabilité de m'assurer que la batterie est toujours pas mal pleine. Donc, chaque jour, je m'assure que ça, c'est plein pour pouvoir donner ensuite. Tout ça, c'est parce que c'est le fun de donner, mais pas à Mhm. partir d'un vide. Puis là, ensuite, ça m'a amené à la question suivante, mais c'est quoi le carburant? Puis ma réponse, après observation, après lecture, après enseignement, c'est le sentiment de satisfaction. Donc là, ça m'obligeait à voir dans chacune de mes journées qu'est-ce qui est rempli, qu'est-ce qui me donne de la satisfaction. Puis c'est pas que des choses aussi simples que yes, j'ai fait le ménage de ma salle de bain, satisfaction. Ou nous, on aime bien mettre une petite mangeoire pour les colibris, là, un abreuvoir. On leur donne un petit peu de sirop d'érable avec de l'eau, là. Ben, chaque matin, de les voir venir, rouge sans la batterie. Ça peut être des choses simples comme ça. Euh, il y a des petits et des grands plaisirs, bien sûr. Tu sais, ce qu'on fait en ce moment, moi, je sens ma batterie bien gonflée, ça va bien. Puis aussi, j'ai constaté que la batterie, ce dispositif-là qu'on possède tous, ça peut être aussi comme un baromètre. Puis quand tu es des fois avec des relations, tu sais, genre vampirisantes, tu aspires tout, tu vas le sentir, là, ton baromètre qui fait... Donc, ça a été vraiment important pour moi de le sentir. Puis les femmes sont beaucoup prises au piège de ça. Donc, bien vieillir, ça commence par se donner tout à soi, de se nourrir soi d'amour. Puis, tu sais, je dis souvent, le guide alimentaire canadien nous dit de manger combien de portions de fruits et de légumes par jour? 5 portions. Mais le guide alimentaire canadien, il parle pas de toute l'alimentation dont tu as besoin pour ton cœur et pour ton esprit aussi. Donc, peut-être qu'on peut rajouter des portions aussi à ce niveau-là, parce qu'on Mm. n'est pas juste un corps physique, là. Mhm. Et on a vraiment besoin de bonne nourriture à tous ces niveaux-là. Et tout est nourriture. Ça aussi, je l'ai appris en Inde. En Inde, ils voient ça comme ça. Tout est nourriture. Donc, observe dans chacune de tes journées quelle nourriture tu t'envoies. Tu sais, on parlait justement des jeunes connectés, Mhm. déconnectés à leur téléphone. Faire un jeu de mots. Mais c'est quoi cette nourriture-là, tu sais? Puis par quoi on peut remplacer? Est-ce qu'on peut pas se donner des nourritures de plus en plus saines? Pas dans la rigidité, mais avec juste plein d'amour pour soi-même, tu sais. Puis de la lucidité aussi. Ça demande, la spiritualité, ça demande de la lucidité, de voir clair.
Pas juste de se faire des gros câlins comme des caninours, là. Tu sais, des fois, il faut être un peu comme un aigle. Ça aussi, j'ai appris. J'étais un peu caninours avant. Un peu trop. Fallait remettre de l'équilibre. Ah, J'aime bien, hein, je suis un côté très caninours, mais j'ai dû apprendre ça aussi, à développer un peu un regard laser sur les choses. Et je continue de l'apprendre, hein, ça pour garder ton énergie. ça a été vraiment un point tournant pour moi, Ouais. de voir, de me voir, tu sais, quand je parle de ce regard-là, c'est sur soi-même, hein, Mhm. de voir où est-ce qu'on se piège nous-mêmes, de s'entendre penser, de se voir réagir. Dès qu'on est réactionnel, là, oups, attends un peu, là, ça dit quoi, là? Est-ce que c'est vraiment la faute à l'autre? Oui, peut-être que l'autre, il est complètement dans ses distorsions, mais des fois, on perd vraiment nos moyens, tu sais. Des fois, là, l'autre, il appuie vraiment sur des boutons. Il a pas dit un mot. Tu sais, une personne entre dans une pièce, puis déjà, tu te sens, là, sur quoi ça appuie? Mais ça parle de toi. C'est ça que je veux dire par le regard laser. C'est d'aller Mm. voir. Puis, un grand enseignement caché là. Il y a peut-être une corde qui est un peu trop prise dans la rouille, tu sais. Comme ça que ça fonctionne. Mais au début, je me rappelle, c'était lourd, là. Ça a été long, là, avant que la rivière, enfin, elle se libère. Mais maintenant, je trouve ça tellement passionnant. C'est le Mm. fun, se découvrir. C'est le fun, devenir de plus en plus libre, créatif, vivant, au centre de ton cercle. Voilà. Mm. Et ça termine bien. Et on a déjà fait plus qu'1 heure qu'on se Oh, parle. ben là, faut qu'on Puis arrête. on est. L'ancienneté de Mais radio, ça c'est fait là. tellement, tellement intéressant. C'est tellement Ouais, inspirant. Et c'est- ça, c'est comme si le sujet de la fin boucle bien notre Hmm. rencontre. Tant mieux, ma belle. Ouais. Merci tellement, Marie-Jo, de ta présence. Ça me fait vraiment grand plaisir. Puis, tu as C'est un bon site pour ma Internet? batterie. Oui! Si, tu as un site Internet, donc si les gens veulent découvrir un peu plus tout ce que vous faites, tout ce que tu fais, euh, ils peuvent aller visiter ton site. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, puis je te félicite, toi, d'aller vers le centre de ton cercle, dans tout ce qui te passionne, dans tes médecines à toi, tes cordes maîtresses à toi. Je te vois vraiment à 100% là-dedans, puis je sais que toi aussi, tu peux donner beaucoup. Merci, Marie-Jo. À Ciao! bientôt. Bientôt. Merci. Merci pour votre écoute et si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des pouces, des cœurs et des sourires, à laisser des beaux commentaires et à partager. À bientôt!